Ils sont 11 millions en France à s'occuper au quotidien d'un proche en perte d'autonomie en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. L'aidant est celui qui aide. J'aide est le podcast qui donne la parole trop souvent niée aux aidants. Leur vécu et leur ressenti, leur rapport au corps, le leur et celui de l'aider, leur stratégie pour jongler entre vie professionnelle et vie personnelle, autant de thématiques qui seront abordées sans tabou du point de vue des concernés. J'aide est un podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidants. Bonne écoute. Céline Martinez est aidante de son fils William, atteint du syndrome de Prader-Willi. Céline fait partie de la nouvelle campagne d'affichage du collectif Je t'aide, intitulée « Aider ne devrait plus être un combat ». Découvrez son récit. Bonjour, je m'appelle Céline Martinez, j'ai 49 ans, je suis maman de 3 enfants de 22 ans, 18 et 11 ans. Et c'est le dernier enfant prénommé William, qui est porteur d'une maladie rare qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi, qui est une maladie, une des plus graves dans le top 5 sur les 8000 répertoriés dans le monde. Et la naissance de cet enfant a bouleversé ma vie il y a 11 ans. Et aujourd'hui, si j'interagis grâce au collectif Je t'aide, c'est pour parler de ma vie et de ma vie d'aidante. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde à cause du travail de mon père, qui était ingénieur pétrolier maritime dans les années 70-80. Donc je suis née en Iran et j'ai grandi sous une éducation assez stricte, notamment par le biais de la danse classique, de la gymnastique olympique, du piano, du latin, ce qui m'a donné de grandes forces dans la vie, mais qui m'a aussi appris à beaucoup respecter les autorités et les instances d'éducation. Donc j'en parlerai plus tard dans mon rapport avec les médecins par rapport à la maladie de mon enfant. Je me suis mariée dans les années 1990. Non, pardon, je me suis mariée en 1996 et j'ai donné naissance donc à ma première enfant en 1997. Et William est arrivé le 13 mars 2009. Et je suis là aujourd'hui pour évoquer tout ce que ça a pu imprimer et changer, bouleverser, aussi appris dans ma vie. Alors j'avais décidé, comme j'avais épousé un pilote de ligne, de être le fil rouge à la maison. Je ne voulais pas que ce soit des nounous qui élèvent mes enfants parce que je savais que mon mari serait très longtemps absent, ce qui a été le cas. Il a choisi le long courrier, il a fait 23 ans de long courrier. Donc j'ai été une mère au foyer classique, avec une charge mentale de mère classique, à savoir qu'il fallait que je porte et la casquette du papa qui édicte les lois, et une maman qui devait cajoler, nourrir et aider les enfants à grandir. Donc j'ai mis au monde 2 enfants en parfaite santé. Mais voilà, il a fallu que je traverse la vie avec des absences de mon mari qui pouvaient aller de 2 à 10 jours, avec un papa donc qui était forcément en décalage horaire, avec des siestes assez nombreuses pour pouvoir se rétablir, et des départs en vol souvent à 4 ou 5 heures du matin. Donc il fallait que je compose avec un papa absent. Donc comme j'ai épousé un mari pilote de ligne, j'avais vraiment choisi cette vie d'être mère au foyer. J'étais très, très heureuse de faire ce choix-là. J'avais 2 rêves dans ma vie, c'était avoir des enfants et nager avec des dauphins. Donc pour le moment, j'étais très, très, très heureuse d'élever mes 2 enfants, une fille et un garçon. Mais j'avais été aussi très passionnée par mes études de psychologie à l'université de la Sorbonne à Paris, où j'ai fait des études où j'ai obtenu un master en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent,
en ayant un regard un peu plus précis sur, les enfants qui ne pouvaient pas s'exprimer ou par accident ou par handicap ou par, mal-être, majeur. Donc j'ai toujours gardé dans ma tête l'idée que quand les enfants seraient plus autonomes, je me remettrais, au travail. Donc mon style et mon rythme de vie étaient très, très enjoués. J'étais une maman qui fabriquait sa vie de maman à temps plein, en essayant d'être la meilleure, maman possible. Comme dit Freud, on peut pas être parfaite, mais on essaye de l'être suffisamment bien. Donc j'attendais à 16h20, les enfants, à pieds joints avec, le petit pain au chocolat, dans le sachet, et je surveillais leurs devoirs, je faisais en sorte qu'ils soient, aérés, qu'ils fassent du sport, qu'on s'amuse, qu'on invite des copains, enfin qu'on traverse, la vie avec le plus de joie possible. Surtout avec l'éducation que j'avais reçue d'avoir été expatriée. J'aimais beaucoup la musique, danser, rire, profiter, voilà. Mais c'est sûr qu'il y avait toujours un écueil, c'est que j'étais, assez seule, du fait du métier de mon mari et du contexte géopolitique qui s'est, aggravé au fil du temps, et aussi, à cause de la perte de 2 des grands-parents de notre famille, de cancer foudroyant pour mon papa à la naissance, de mon deuxième enfant, et un cancer très, très long pour ma belle-mère. Donc à partir de ce moment-là, les choses ont été un petit peu plus tristes parce que les grands-parents de chaque côté étaient veufs, et j'ai dû quand même surenchérir dans, le la présence auprès de mes enfants, et jusqu'au jour où, donc mon fils, William est venu au monde. Donc vraiment ma vie la vie d'avant, c'était une vie qui était auprès de mes 2 enfants, avec le rythme scolaire, les devoirs, faire les courses, mais j'étais dans quelque chose de tout à fait normalisant, j'étais pas, plus épuisée que ça, et j'avais, beaucoup, beaucoup, d'amis que je voyais, et alors que je commençais à rentrer dans des pantalons, taille, 38, c'est-à-dire revenir à une taille d'avant aux 6 ans de mon second enfant, j'ai décidé de postuler pour avoir, un travail en tant que psychologue. Mais j'ai senti une masse au bas du ventre, et j'ai senti mes seins gonfler, et je me suis dit: «C'est bizarre, j'ai l'impression que je suis enceinte». Eh bien, j'ai appris par les tests que je portais un enfant, et donc voilà, une nouvelle grossesse arrivait dans la vie, donc ça a un petit peu bousculé tous mes projets, mais bon, j'aimais tellement ça, et j'ai quand même trouvé que, cette grossesse était très, très particulière parce que, je ne sentais pas l'enfant. Or, c'était un troisième enfant, et j'étais un peu dubitative, donc j'allais régulièrement aux rendez-vous, gynécologiques de ma ville. La médecin avait tous les outils pour pouvoir, étudier une utérus qui se tramait, et malgré tous les tests, la clarté nucale était parfaite, le profil de l'enfant était très bien, il y avait quelques mouvements fœtaux. Elle disait juste que c'était peut-être un enfant calme. Donc on s'est pas plus inquiété que ça, mais je gardais quand même une sorte d'intuition un petit peu particulière. Bon, un jour, mon mari a décidé, alors que j'étais en fin de grossesse, d'emmener les aînés, au ski, et donc à partir de ce moment-là, vraiment dans la minute où ils ont quitté l'appartement, je me suis assise sur mon sofa, et je n'avais plus de linge à laver, je n'avais plus de repas à composer, donc je me dis: «Tiens, je vais prendre un moment pour moi, pour reposer mes jambes, pour reposer le ventre qui commençait à être vraiment important», et tout d'un coup, j'ai senti une toute petite pression au niveau du ventre, enfin à l'intérieur du ventre, et je me suis entendue dire: «Ah bah, tu es là, toi!» Il avait fallu un immense calme, et vraiment que mon corps soit totalement en repos pour sentir un tout petit mouvement, fœtal. Donc ça m'a quand même un petit peu rassurée, parce que de façon inconsciente, c'est comme si, l'enfant n'était pas là. Enfin, c'est a posteriori que je me dis que j'avais quand même porté un enfant qui m'avait pas donné signe de vie. Alors je ne dis pas, en psychologie on dit que ça s'appelle une dénégation.
Alors je ne dis pas que j'ai eu l'impression de porter un enfant mort, mais il y avait quand même de ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose de très, très, très particulier. Et comme j'ai, une maladie qui s'appelle une thrombopénie, c'est-à-dire que j'ai un problème de plaquettes, c'est un problème de cicatrisation, je suis toujours déclenchée pour mes accouchements, ce qui est quand même confortable par rapport à un pilote de ligne, parce qu'on peut s'organiser. Donc là, de la même manière, on m'a donné rendez-vous à l'hôpital et on a enclenché le travail. Et pendant que le travail était enclenché, on m'a fait, une dernière échographie pour savoir comment l'enfant était placé dans le ventre. Et on était tous devant l'écran, obstétricien, papa, maman, sage-femme et cetera. Et l'échographe avait beau un petit peu secouer son outil sur mon ventre, l'enfant ne bougeait pas. Donc là, de nouveau, les personnes étaient un peu déconcertées, mais bon, comme tous les flux étaient corrects, étaient cohérents, ils ont continué à me mettre en travail pour l'accouchement. Je suis montée en salle de préparation et pendant que le médecin me parlait, il se rend compte que, l'enfant a un dérèglement cardiaque et tout d'un coup, il me dit: «Madame, on peut pas vous faire accoucher par voie basse, il faut faire une césarienne d'urgence» et là, on me projette la tête en arrière et tout se met à s'accélérer et dans le couloir, je dis juste: «Mais mon enfant va arriver» et la sage-femme me répond très vite: «Oui, oui, là, dans quelques minutes, votre enfant sera posé sur votre ventre à côté de vous, vous pourrez le voir» et cetera et je rentre en salle de travail, on me redonne un petit coup de péridurale parce que je sentais plus encore mes jambes et on me pose le champ opératoire très, très vite et une personne me chuchote à l'oreille que l'enfant va arriver et puis tout d'un coup, on n'entend plus rien du tout. Je n'ai plus personne à côté de moi, je n'entends plus rien et tout ce que je ressens, c'est que je n'ai plus de poids sur le ventre et là, on ne m'explique rien. Donc je suis allongée, j'entends juste, des bruits de comme de couteau ou de vaisselle et là revient une personne, je ne sais toujours pas qui c'est, qui m'explique que, il y a eu un souci, que l'enfant, a été pris en charge et on me dit: «On va vous mettre en salle de réveil» et de nouveau, je suis brancardisée vers une autre salle et je vois un infirmier en train d'annoter des choses sur un cahier, mais on ne m'explique pas plus en avant ce qui se passe et je n'ose pas poser des questions et en fait, là, se connectent les pressentiments que j'avais pendant la grossesse et la situation réelle, c'est-à-dire moi allongée un peu, dans le vague, un peu dans le coltard. Tout d'un coup, la pédiatre rentre et me pose, gravement, les mains sur mon brancard en me disant: «Il y a un problème, mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe de votre enfant» et là, de nouveau, je ne pose pas de questions. Mon mari vient me voir aussi, juste après, en me disant: «Est-ce que je vais bien?» et là aussi, je ne pose pas de questions et il me dit: «Reste tranquille, on s'occupe, de l'enfant» et quand même, à un moment donné, je dis: «Est-ce que je peux le voir?» Je ne sais pas le laps de temps qui a dû se dérouler. Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 30 minutes? Je me souviendrai pas et j'arrive dans la salle où de naissance et là, je vois mon enfant comme une grenouille, les pattes complètement écartelées, les yeux clos, la bouche ouverte et et là, tout de suite, je comprends. Je me dis: «OK, on est devant une situation extrêmement grave. Je sais pas laquelle, mais je sais qu'elle est grave». Donc dans un espèce de sursaut maternel, je me dis que mon lait va le réveiller. Donc je demande à la pédiatre si elle peut donner mon colostrum à l'enfant et elle s'exécute très, très gentiment, sans discuter. Elle prend une seringue, elle tire sur mon sein que je presse, elle prend du lait comme ça très chargé, très jaune et elle le met délicatement dans la bouche de l'enfant qui ne réagit pas et qui est, entouré, de masques et de tuyaux pour que il revienne à la vie et là, on me dit qu'on lui a fait, 3 heures de massage cardiaque. Donc elle me dit: «Écoutez madame, là, pour le moment, je lui donne juste un filet d'air. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que nous fassions des analyses». Ensuite, j'ai vraiment une perte de notion du temps. Même quand je vous le raconte, vous voyez 10 ans après, je ne sais pas comment nous sommes revenus en chambre. Est-ce que j'étais consciente, pas consciente? Enfin, j'étais en tout cas complètement
pas sous contrôle de la situation. Au fur et à mesure des rencontres avec les sages-femmes, les puéricultrices, je comprends à demi-mot qu'il y a quelque chose qui se trame, mais on me pose toujours pas des mots parce que est-ce qu'on veut me ménager? Je ne sais pas. Tout le monde semble perdu et à un moment donné, alors que la pédiatre est en train de vérifier le test d'Apgar chez l'enfant et on voit bien que l'enfant n'a aucune réaction, que sa tête est extrêmement molle, que ses bras retombent, qu'il n'ouvre pas les yeux, qu'il n'arrive pas à téter mon sein. Je lui demande ce qu'il passe. Je lui dis: «Madame, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'est juste un enfant qui est tombé du nid ou est-ce que c'est autre chose?» Et elle me répond: «C'est autre chose» et elle s'en va. Donc je suis toujours dans cette interrogation qui est extrêmement angoissante et je suis seule à porter le drame, j'ai envie de dire, parce que je suis la seule dépositaire de ces entrées, de ces sorties de médecins ou d'infirmières qui s'occupent de mon enfant, mais comme d'une plante, si vous voulez. Et moi, je vois bien le carnage, c'est que je suis vite, je demande à ce que je puisse tirer mon lait avec une machine et je leur dis de mettre ce lait dans le biberon pour qu'on essaye d'une manière ou d'une autre d'alimenter l'enfant et très vite, il est alimenté par sonde. Donc mon enfant, ne peut pas survivre, dans l'état actuel des choses parce que l'hôpital n'a pas, les outils nécessaires pour le maintenir en vie pour, par rapport à la sonde alimentaire qui est assez, rudimentaire et donc l'enfant part en urgence à l'Institut Brune, emporté par mon mari dans une ambulance, dans un brancard d'adultes. Donc moi, je reste seule dans la chambre et là, la pédiatre, rentre et j'ai reçu l'annonce de la maladie sans préambule, sans psychologue, sans médecin pour me soutenir et la pédiatre regardait par la fenêtre. Elle ne me regardait pas. Elle était assise au bout de mon lit et là, elle me dit: «Heu, madame, votre enfant est peut-être atteint du syndrome de Prader-Willi. J'ai appelé le généticien de l'Institut Brune et il m'a demandé si votre fils avait, les yeux en amande, les oreilles placées basses et la bouche en chapeau de gendarme et comme c'est le cas, nous suspectons qu'il est, atteint du syndrome de Prader-Willi» et elle s'est levée, elle m'a dit au revoir, elle est partie. Moi, j'ai tout de suite pris mon téléphone, j'ai tapé dans le moteur de recherche syndrome de Prader-Willi et heureusement, je suis tombée sur le site américain où, on voyait des enfants assis, souriants, heu, dans des grands poufs et donc voilà, je portais seule j'avais été dépositaire de l'annonce, toute seule, sans le papa, qui, quelques heures après revient, s'assoit dans les sièges qui sont, dédiés à la famille à côté du lit de la personne qui vient d'accoucher et là j'attends un long moment parce que je sais que ça va être très, très, très difficile pour lui d'entendre. Comme ça va être horrible pour moi de dire parce que je suis dans un présent qui est inouï et là je lui dis: «Voilà, Fabrice, notre fils est atteint d'une maladie, il est handicapé» et là il regarde dans le vide, il regarde au sol et la seule chose qu'il me demande c'est: «Est-ce qu'il marchera?» et j'en sais strictement rien et je lui dis: «Oui, il marchera». Voilà, donc à partir de ce moment-là, moi, je suis dans un état blanc, c'est-à-dire qu'à partir de l'annonce qui a été extrêmement traumatisante, parce qu'en tant que psychologue clinicienne, j'ai réétudié tout ça. C'est absolument très, très grave la façon dont j'ai été gérée. Je venais d'accoucher, césarienne, j'avais perdu beaucoup de sang, j'étais très fatiguée après 9 mois de grossesse. Heu, ma famille est quand même réduite à une peau de chagrin parce que ma sœur habite l'Australie. Heu, mon frère travaille, il est à Nantes, il est quand même là sur 1 ou 2 jours. Ma mère est montée depuis Marseille pour s'occuper un peu des enfants et je ne sais absolument pas dans quoi on s'embarque. Pour moi, là, on m'a poussée dans un précipice et pourtant, je me sens comme une mère un peu alien dans ce lit où j'ai des gros seins, j'ai un gros ventre et j'ai tout le monde autour de moi. Je demande, je crois, à mon frère de sortir de la pièce avec mon fils Ulysse qui a 6 ans et là, j'annonce à la famille que William porte en lui quelque chose de très grave, une maladie et qu'il faut absolument que maman reste sur Paris
parce qu'on va certainement m'annoncer des choses graves et que je ne peux pas m'occuper des enfants. Et ma mère me me regarde un peu bizarrement en disant que j'appelle au loup, que comme Pierre, j'appelle au loup, que je traumatise. Alors qu'en fait, pour moi, je ressens qu'il y a quelque chose de qui touche au vital là, qui est en train de s'amorcer et je suis bien seule pour pouvoir, dire comment je vais pouvoir agencer ma vie de mère avec 2 enfants classiques qui vont à l'école et un enfant qui est déjà hospitalisé en soins intensifs. Donc voilà, donc j'ai appris la maladie d'abord sur ce lit de façon, flamboyante, traumatisante et ensuite, au bout, je crois, de 5 jours, j'ai été autorisée à aller le voir et donc je suis arrivée à l'Institut Brune et là d'abord, on m'a obligée à passer par, le sas entre guillemets «de décontamination» qu'aujourd'hui, les gens savent, gérer parfaitement, c'est-à-dire, se nettoyer les mains de façon chirurgicale, heu, prendre sa température pour savoir si on n'est pas malade, mettre un bonnet sur les cheveux, enfin, se mettre tout l'attirail d'un médecin pour aller voir l'enfant qu'on vient de mettre au monde il y a quelques jours et que j'ai toujours à peine touché. Et une fois que tout ça est réalisé, on rentre dans le couloir et j'arrive dans le box 69 de mon garçon et on voit qu'on a quand même la chambre la plus grande et qu'il y a un maximum de médecins dans la chambre et surtout un attirail absolument hallucinant et là, pour moi, il y a vraiment la mort qui rôde dans ma tête. Il y a là, je me dis: «On est en situation de combat extrêmement grave» et moi, je ne vais pas bien du tout parce que je suis contre l'acharnement et là, tout s'est fait indépendamment de moi. L'enfant est sorti, on me l'a enlevé, on lui a mis des tuyaux, on l'a emporté, enfin, je me demande d'ailleurs si c'est mon enfant et d'ailleurs, vous remarquerez que je ne prononce pas son prénom depuis le début, heu, de votre écoute parce que c'est ce qui s'est passé dans les premiers mois de vie de mon enfant. Comme je l'ai prénommé William et que la maladie s'appelle le syndrome de Prader-Willi, j'arrive pas à prononcer son prénom. On est aux aguets par rapport à notre, couple parental. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de puéricultrices, qui, s'affairent autour de l'enfant et là, encore une fois, j'ai écrit, à ce sujet pour prendre du recul par rapport à tout ce que j'avais vécu. Je me sens complètement, isolée de mon rôle de mère. J'ai l'impression d'être écartée. On ne me laisse pas le prendre, on me laisse pas seule avec lui, il faut enlever les électrodes avant de lui donner le bain. Il n'y a rien de tendre dans ces premiers moments. Comme je dis, quand on est dans un hôpital, il y a pas une image douce, pastel, il y a pas des musiques, qui invitent à ces premiers contacts avec, l'enfant. On a des affiches sur le syndrome d'alcoolémie fœtale, on a une salle pour tirer son lait où les machines sont enchaînées au mur pour pas qu'on les vole. Aucun architecte d'intérieur qui a pensé à l'état, mental, dans lequel les mères peuvent se trouver. Donc il y a quelque chose d'un petit peu carcéral et surtout on nous surveille et surtout on surveille l'enfant au niveau cardiaque. Alors bien sûr que je remercierai, toujours infiniment, le corps médical de sauver mon enfant, mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de fluidité, dans le rapport pour rendre, parents, les personnes qui viennent de mettre au monde, un enfant, malade. D'autant plus que, 15 jours après, on nous amène dans le bureau, le généticien nous amène dans le bureau et là, il confirme par les tests, que l'enfant est bien porteur du syndrome de Prader-Willi et que ce sera très, très lourd. Là, je prends les termes du médecin. Alors, ce qui est très particulier dans la vie d'aidant ou d'aidante, c'est qu'au départ, quand on ne réalise pas
parce qu'on ne se voit pas, parce que on est quand même dans une intimité de soins qui fait que la vie sociale est court-circuitée, la vie à l'extérieur est court-circuitée pour tout plein de raisons, parce qu'il y a trop de bruit, parce que c'est compliqué de descendre la chaise roulante, parce que l'enfant a des troubles du comportement. Eh bien, au bout d'un moment, on va se confiner, comme disait une amie, se confiner dans la maladie, et on va arriver à ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi, un duo qui est aliénant. C'est-à-dire que tout se passe très bien quand on est dans la bulle aidant-aidé. Or, il faut absolument être vigilant et j'espère que les médecins et que, les interlocuteurs premiers ou qui sont dans le parcours de soins de l'aidé soient vigilants à ce que justement ce duo ne s'enferme pas sur lui-même. Parce que c'est ce qui va empêcher la pensée, de se faire, ou alors la pensée va se faire sur des modes qui peuvent être, au bout du compte, maltraitants et pour l'aidant, qui s'en rend pas compte, ou pour l'aider. Il y a des aidés qui peuvent devenir très, on va dire sataniques, enfin très, hem très demandeur, pour toujours avoir quelqu'un auprès de soi et l'aidant, par épuisement, il va décréter, certaines choses qui vont aller à l'encontre de la liberté ou la dignité de l'aider. Donc il faut faire vraiment très, très attention, si à cette notion d'aidant dans toute sa pluralité et surtout, j'ai envie de dire dans sa température. C'est-à-dire que quand on est jeune aidant, quand on est un aidant de longue date, on va pas forcément, penser les mêmes choses ou appréhender la situation de la même manière et ça, je trouve que c'est très, très important et dans cette campagne d'affichage, j'espère qu'un plus grand nombre de personnes vont se reconnaître en tant qu'aidants et ensuite vont amorcer ce que de toute façon l'affiche va déjà amorcer un petit travail et que ce soit ensuite appuyé par les réseaux sociaux, par des questionnaires très rigolos comme on peut avoir dans les magazines, c'est-à-dire: «Est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous lui donnez à manger? Est-ce que vous devez vous mettre à genoux pour lui mettre les chaussures? Combien de fois vous lui mettez les chaussures par jour?» Si vraiment on pouvait, comme ça, de façon ludique, se faire rendre compte, donner la chance et l'opportunité aux personnes de se rendre compte de ce qu'ils font, ils pourront moins s'autocritiquer ou même se flageller en disant: «Je ne fais pas assez, je n'ai pas réussi à faire ça ou ci, je n'y arriverai jamais». Non, c'est faux. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font déjà et ils ne savent pas de quoi ils sont capables. Parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dépassé certaines limites sans s'en rendre compte. Ils sont en fait véritablement il y a vraiment un gisement de puissance en eux, mais comme dit Marie-Agnès Gillot, la danseuse classique, on a besoin d'être guidé. On a besoin d'être guidé. Voilà. C'était le récit de Céline Martinez. J'aide est un podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidants. Vous pouvez soutenir J'aide en nous ajoutant 5 étoiles sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet associationjet'aide.org.